Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Véronica Vivanco. Elle nous parle des bibliothèques vivantes. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, le sommeil réparateur. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, que d'émotions entre soignants, patients et aidants. Bienvenue chez nous. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Véronica Vivanco. Bonjour Véronica, bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous êtes chargée de projet des bibliothèques vivantes à l'AQRP. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Puis je pense que le public en général, peut-être certains connaissent, mais certains ne connaissent pas non plus. On va parler d'abord de l'AQRP, présenter un peu l'AQRP. On va développer sur le projet des bibliothèques vivantes. Comment on peut présenter l'AQRP? Bien, l'AQRP, c'est un organisme sans but lucratif qui œuvre en santé mentale depuis plus de 35 ans, en fait. Ouais. Ça se veut vraiment comme un carrefour de partage, de diffusion des connaissances qu'on appelle chez nous des savoirs intégrés, c'est-à-dire qu'on valorise à la fois le savoir expérientiel, le savoir clinique et le savoir scientifique un peu sur un même pied d'égalité. Et c'est tout ce qui concerne la réadaptation psychosociale, le rétablissement, l'intégration sociale. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment l'idée de promouvoir les meilleures approches dans ces domaines-là. Et la vision, c'est vraiment d'aspirer à une communauté inclusive, non stigmatisante, parce qu'on va en parler peut-être plus tard de la stigmatisation, où chacun pourrait s'épanouir à sa façon. Fait qu'on offre beaucoup de la formation en paraidance, notamment, qui valorise beaucoup le savoir expérientiel. Sur la stigmatisation, sur le processus de rétablissement. Puis la bibliothèque vivante, c'est un des projets qu'on déploie chez nous. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes arrivé comme chargé de projet aux bibliothèques vivantes? Est-ce que c'est un sujet que vous connaissiez ou qui vous intéressait déjà? Bien, à vrai dire, moi, j'arrive plutôt d'un background, si on peut dire, de concertation, travailler comme facilitatrice, accompagner des groupes en intelligence collective pour mieux s'organiser et tout ça. Et pour des épreuves personnelles dans ma vie, j'ai commencé à m'intéresser à des enjeux plus de santé mentale et j'ai commencé à me reformer, retourner à l'école, puis à vraiment vouloir œuvrer dans le milieu de la santé mentale. Puis là, je suis arrivée à l'AQRP, puis c'était vraiment comme un carrefour un peu de l'ancienne vie et de la future vie qui va s'en venir. Donc, d'être chargée de projets au niveau de projet. Donc, au départ, j'étais chargée de projet de le groupe provincial de lutte contre la stigmatisation, qui regroupe un paquet d'acteurs de tous les milieux, que ce soit institutionnels, communautaires, citoyens, pour se concerter sur les actions de lutte contre la stigmatisation. Et la bibliothèque vivante, bien, c'est un des moyens pour lutter contre la stigmatisation. Puis là, quand j'ai découvert le projet, je suis vraiment tombée en amour avec cet outil-là qui est extraordinaire. Puis, depuis 2 ans, je suis à la coordination ou à la charge de projet plus spécifiquement de ce volet-là. Oui, et qu'est-ce que c'est comme tel? Comment on peut présenter ça aux auditeurs? Comment on peut présenter qu'est-ce que c'est les bibliothèques vivantes? Oui, bien, en fait, c'est un concept qui vient initialement du Danemark. Dans les années 2000. L'organisme Stop the Violence avait parti ça pour lutter contre la discrimination raciale. Et l'AQRP a repris le concept, mais adapté à la santé mentale. Puis depuis 2013, l'AQRP déploie des bibliothèques vivantes dans la province, en fait, au niveau national. Puis ça reprend vraiment l'idée d'une bibliothèque classique, mais au lieu d'emprunter un livre, ben la personne lectrice va venir rencontrer un humain
qu'on appelle livre vivant. Et pendant 15 à 20 minutes, il va avoir un échange 1 à 1. Le livre vivant va se dévoiler, va partager son parcours, son récit de vie, les épreuves qu'il a pu passer en santé mentale, mais aussi tout son parcours de rétablissement, parce qu'on veut vraiment focusser justement sur défaire les stéréotypes et les préjugés autour de ça. Puis dans cette rencontre-là, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe, parce que là, on parle plus de diagnostic, on parle plus de stéréotypes et d'idées reçues. On rencontre un humain et c'est là que ça devient vraiment un dispositif là, pour briser les tabous autour de ça. Puis souvent, les gens vont dire qu'ils se reconnaissent dans la rencontre. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte à notre humanité là, commune. La personne qui agit comme un livre, en fait, un livre vivant, est-ce qu'elle rencontre plusieurs personnes pour un peu parler de son histoire, plusieurs personnes et probablement de différentes façons? Oui, exactement. Ben, nous, on offre aussi la formation, l'accompagnement. Fait quand on veut devenir livre vivant, ben on va se préparer pour ça. Donc, la personne va c'est pas évident quand même de réduire tout son parcours de vie en 10-15 minutes. Ça peut même être un défi. Là. C'est pas une conférence non plus. C'est vraiment une rencontre, un moment intime. Donc, c'est un peu un curriculum vitae de la vie. En fait, c'est un peu ça, d'exposer un peu sa vie, mais il faut que ça soit ramassé un peu pour que l'autre personne comprenne bien, en fait. Oui, puis ça peut vraiment être un défi là, de résumer ça. Mais par contre, c'est ça. Donc, c'est vraiment un petit... Le concept, c'est vraiment la formule 15-20 minutes. Okay. Donc, le lecteur, souvent, il y a plusieurs livres dans un événement et le lecteur pourra écouter 2, 3, 4 récits. Le livre vivant, lui, va, pendant une période, un événement, souvent, c'est des plages de 2 heures, va peut-être partager son récit 4 à 5, 6 fois. Fait que c'est vraiment... Pourquoi ça fonctionne, en fait, c'est parce que ça utilise la stratégie de contact qui est reconnue au niveau de la recherche comme étant la manière la plus efficace de changer les comportements, au-delà de transmettre de l'information, faire des conférences et tout ça. La rencontre une à une, authentique, d'égal à égal, là, c'est au-delà de... Ça change vraiment les perceptions, en fait. Il y a certainement aussi un bienfait des deux côtés, parce que ici, par exemple, à l'émission, on s'est rendu compte avec les années, ça fait plusieurs années qu'on fait l'émission, puis on s'est rendu compte que c'était un peu un exutoire, des fois, pour les gens qui participaient, qui avaient eu des problèmes de santé mentale, soit qui témoignaient de leur vécu. Donc, j'imagine qu'en témoignant auprès de vraies personnes devant eux, c'est très bénéfique pour eux, mais à la fois, ici, c'est bénéfique aussi pour les gens qui écoutent l'histoire, pour mieux comprendre, pour dédramatiser, enlever un peu les tabous qu'ils pourraient avoir. Hein. Exactement. Puis c'est ça qui est vraiment puissant puis fort avec ce projet-là, c'est que on dirait que ça fait du bien à tout le monde, autant la personne lectrice qui, comme tu le dis, reçoit ou entend, que la personne qui partage. On dirait que tout d'un coup, les gens disent que ça leur donne une appropriation de pouvoir sur leur vécu, l'impression de faire œuvre utile, l'impression de devenir intervenant aussi pour sensibiliser les autres, pour pas que peut-être que les gens vivent ce qu'ils ont pu vécu au niveau de la stigmatisation, parce que ça aussi, c'est vraiment un enjeu. Il y a deux personnes sur 3, en fait, qui ne vont pas chercher de l'aide parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, encore aujourd'hui, c'est ça. On a beau dire que la santé mentale, on en parle et que c'est moins tabou, mais ça reste que quand on est touché, c'est pas toujours évident. Non, c'est ça, absolument. Puis, il y avait aussi... tu sais, les gens disent que le regard stigmatisant des autres est plus douloureux même que les symptômes de leur enjeu de santé mentale. Fait que ça aussi, c'est fort. C'est encore un grand défi, ça, justement, de déstigmatiser, souvent, les grands préjugés, les gens, certaines personnes, pas tout le monde, il y a des gens qui sont très ouverts puis sont très aptes à comprendre les réalités, mais il y a beaucoup de gens, en général, qui vont comme
mettre un peu ça de façon générale, sans nuancer. Là. Quand on parle de santé mentale, c'est la folie. Exact. C'est des gros, en monolithique, on aime dire, là, des gros blocs. Les gens sont dangereux, ils peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes, ils n'ont pas de volonté. Fait qu'il y a beaucoup de... Alors que quand on rencontre la personne puis qu'on entend son histoire, son parcours, il y a vraiment quelque chose de touchant, puis on peut plus par la suite continuer à répéter un peu ces gros stéréotypes-là qu'on voit bien que ça n'a comme pas de sens. À votre connaissance, est-ce que ce projet-là ou ce genre de rencontre-là de bibliothèque vivante, est-ce que ça s'applique plus justement à la santé mentale ou est-ce que ça se fait dans d'autres domaines, à votre connaissance? Bien, comme je disais, ça vient l'origine au niveau de la discrimination raciale, mais après ça, je veux dire, pour défaire toutes sortes de tabous, que ce soit des parcours d'immigration aussi, briser l'isolement pour les aînés. Dernièrement, on a adapté avec l'Office municipal d'habitation du Québec, qui, eux, voulaient créer plus de liens sociaux dans leurs habitations. Ouais. Donc là, utilise cet outil-là pour créer du lien, de la connexion. Fait qu'il y a vraiment... c'est un outil qui est hyper adaptable puis qui peut se déployer dans toutes sortes de milieux, que ce soit dans les cégeps, dans les universités, dans les bibliothèques municipales. Là, nous, ça fait 2 ans qu'on va au Salon du livre de Montréal. Ouais. Que vous allez d'ailleurs, je pense, vous allez recommencer l'expérience à l'automne prochain, en novembre, je pense, 2026. Oui, on va faire notre 3e édition. Puis ça, c'est vraiment un gros coup de cœur là, de se faire accueillir au Salon du livre de Montréal. Ça a été un grand succès. Il y a plus de 30 livres qui ont participé sur les 5 jours. On a accueilli plus de 200 lecteurs. Ça fait vraiment des belles rencontres. Puis après, c'est vraiment... je pourrais pas vous expliquer, il faudrait vraiment venir le vivre. Oui. Il y a comme un sas, on dirait qu'on est un sas où est-ce que il se passe des conversations intimes, magiques. Les gens se reconnaissent des fois ou reconnaissent quelqu'un de sa famille. Fait que ça aussi, ça peut devenir un outil comme de prévention et de sensibilisation. Comme on entend le parcours de quelqu'un, on dirait que ça vient... peut-être aider ou normaliser quelque chose que le lecteur lui-même vit et qui n'en a pas parlé encore. Le public qui est au Salon du livre doit être surpris parce qu'on ne voit pas ça à tous les coins de rue. Là. Moi, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu personnellement comment ça se passe. Ça. Mais il y a quand même, on vient voir des livres, c'est le Salon du livre, puis là, on dit, bon, des livres vivants, ça, il doit y avoir comme une espèce de surprise qui est agréable aussi. Oui, je pense que les gens, on s'est un peu amusé à faire des jaquettes de livres, puis à mettre ça sur des faux livres pour reprendre, puis pour jouer le jeu du Salon du livre. Mais les gens, ils sont vraiment agréablement surpris de voir à quel point que c'est impactant, puis à quel point qu'un 10-15 minutes d'échange, le contact, les gens même remercient, nous disent, mon Dieu, je me rends compte que on a soif de cette connexion, de cette rencontre humaine-là. Oui, il faut en avoir plus, puis on manque pas de gens qui, je pense, qui veulent en parler, parce que les gens sont de plus en plus à l'aise aussi de parler de leur santé mentale. C'est une bonne nouvelle aussi pour tout le monde. Là. Si on veut en savoir plus, en tout temps, autant sur la QRP que sur les bibliothèques vivantes, qu'est-ce qu'on peut chercher ou qu'est-ce qu'on visite, qu'est-ce qu'on regarde? Bien, je vous inviterai à aller voir le site Internet de la QRP, donc la qrp-sm.org. Vous allez voir Bibliothèque vivante, faites Bibliothèque vivante et sous la lutte contre la stigmatisation. Ouais. Et puis, vous allez avoir plein d'informations. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, qui ont capté les lecteurs et à la fois les livres vivants. Fait qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir c'est intéressant. C'est un beau projet. Merci beaucoup à Véronica Vivanco. C'est très, très intéressant. Puis c'est encourageant. Je trouve que c'est un projet qui est dynamique, qui est beau. Donc, longue vie à ce projet-là. Puis merci d'avoir été des nôtres à l'émission. Merci, c'est un plaisir. Vraiment. Au revoir. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes un sujet très important parce que tout le monde a
à gérer ça. C'est le sommeil réparateur. Le fameux sommeil réparateur. C'est ce qu'on souhaite tous, d'avoir un sommeil réparateur, parce qu'on se sent bien quand on dort sûrement, bien. Oui. Ouais. Alors, je trouve que c'est un sujet intéressant. J'ai trouvé un article sur Internet qui parle de ce sujet. Un article qui s'appelle « Sommeil réparateur ». Tous nos conseils pour un sommeil qualitatif. Très important. Oui, j'ai pris ça sur le site Passeport Santé. Spécialement quand on a des angoisses, quand on a des soucis, des difficultés d'ordre psychologique, mental, peu importe, le sommeil, des fois, écope. Hein, puis c'est important. Sûrement, oui. Ouais. Alors, c'est un article écrit par une dame du nom de Agnès Bouraya Farine, qui est journaliste scientifique. Alors, cette madame Bouraya Farine nous dit « Un sommeil réparateur permet de se sentir bien réveillé dès le matin. Il présente des bienfaits sur l'organisme et notamment le système nerveux, la mémoire et même les systèmes immunitaires et cardiovasculaires. Des règles simples suffisent parfois à établir un sommeil réparateur, allant par exemple d'une heure de coucher régulière à la prise d'un repas léger le soir ou encore au fait de ne pas regarder d'écran après 20 heures le soir et d'éviter la présence d'appareils électriques au sein de la chambre. » Tout ce que je fais pas, finalement. Pas mal, moi aussi, oui. Alors, Mme Bouraya Farine nous dit « Une quantité de sommeil suffisante doit être observée généralement de 7 à 9 heures pour les adultes, mais sa qualité aussi doit être bonne, avec une proportion suffisante de temps passé dans la phase de sommeil lent profond. » La recherche dans le domaine du sommeil est par ailleurs active. Elle a ainsi amené récemment à la découverte d'un circuit spécifique dans le cerveau moyen, ou ce qu'on appelle le mésencéphale, qui détecte le stress et induit un sommeil réparateur. Mais qu'est-ce qu'un sommeil réparateur? On nous dit le fait de peu dormir ou de mal dormir, de ne pas vraiment bénéficier d'un sommeil réparateur, peut avoir des conséquences néfastes, que ce soit sur l'organisme, sur notre mémoire et même sur notre humeur. De fait, un sommeil réparateur peut se définir simplement comme un sommeil qui permet de se sentir bien reposé en se réveillant le matin et qui permet de se sentir en forme au moment du réveil et au cours de la journée. De nombreux experts affirment ainsi que le fait de dormir entre 7 et 9 heures par nuit suffit à un adulte pour avoir un réveil réparateur, même si les plus de 65 ans dorment un peu moins, soit 7 à 8 heures par nuit seulement. Il existe de rares personnes pour lesquelles la durée de sommeil nécessaire est moindre et d'autres, au contraire, qui en ont besoin davantage. Les enfants ont quant à eux des besoins de sommeil plus grands qui varient en fonction de leur âge. Et si la quantité de sommeil est essentielle, sa qualité l'est tout autant. En effet, il faut savoir que le sommeil le plus réparateur est la phase de sommeil lent profond, au cours de laquelle l'organisme récupère le plus de la fatigue physique qui s'est accumulée tout au long de la journée. Or, cette phase de sommeil représente à peu près un quart du temps du sommeil total. Le sommeil du début de la nuit est plus réparateur, car il comprend davantage de sommeil lent profond, au cours duquel le cerveau ralentit fortement son activité. Ainsi, à l'inverse d'autres phases du sommeil, comme le sommeil paradoxal ou le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et très profond présente une activité cérébrale beaucoup moins active. Il est caractérisé par électroencéphalographie, par la présence d'ondes qu'on appelle delta, soit des ondes électriques émises par le cerveau qui sont plus lentes et de plus grande amplitude. En outre, durant le sommeil profond, le cerveau est de moins en moins sensible aux stimulations extérieures. C'est donc le plus réparateur. Et l'absence de sommeil profond, au contraire, les journées seront plus difficiles le lendemain. Effectivement. C'est assez scientifique, c'est assez pointu, même on pourrait dire. Alors, comment avoir un sommeil réparateur?
Eh bien, Mme Bouraya Farine nous dit, pour bien dormir et ainsi bénéficier d'un sommeil réparateur, quelques conseils essentiels existent. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple, premièrement, aller se coucher à heure fixe. Cela aide notamment à réguler les hormones du sommeil et plus particulièrement la production de la mélatonine. Deuxièmement, dormir avant minuit. En effet, le sommeil profond est plus abondant en début de nuit. Troisièmement, supprimer les écrans après 20 heures. Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones émettent de la lumière bleue qui s'avère très excitante et proche de la lumière du jour. Quatrièmement, pratiquer de l'activité physique et intellectuelle au cours de la journée. En effet, une alternance repos-activité marquée entre le jour et la nuit stabilise le rythme sur 24 heures, tout comme l'exposition à la lumière durant la journée, facilitant ainsi l'endormissement et le maintien du sommeil. Cinquièmement, éviter les excitants avant de s'endormir. Il faut éviter le café, le thé, la vitamine C, les cigarettes et les sodas à la caféine. Sixièmement, maintenir une température modérée dans la chambre pour avoir un sommeil réparateur. L'idée est d'avoir une température modérée dans la chambre comprise entre 18 et 20 degrés Celsius, car la température centrale du corps doit baisser. Septièmement, dîner de façon légère. Les repas trop lourds ou trop alcoolisés rendent la digestion difficile qui contrarie le sommeil, l'idéal étant de dîner au moins 2 heures avant de se coucher. Ouais. Bien, merci Pierre. On va poursuivre, bien sûr, c'est bien amorcé, on va poursuivre plus tard à l'émission Le sommeil réparateur. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin apporte sa chronique « Que d'émotions entre soignants, patients et aidants ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le sommeil réparateur. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors ta chronique aujourd'hui, que d'émotions entre soignants, patients et aidants. Ça rime. Ah oui, et puis ça fait beaucoup de vocabulaire oui, en une seule fois. Et surtout, ça nous titille encore, oui, comme tu as le don de le faire. Ben, surtout, ça nous place quelque part. Hein. C'est-à-dire que quand on parle soignant, patient, aidant, ça nous place dans un lieu de santé, quel qu'il soit. Ouais. Et on a tous vécu ça. Donc, on peut tous s'y retrouver dans cette chronique. Vous allez voir pourquoi. C'est qu'en fait, on va parler ici d'échanges avec les professionnels de santé et entre les patients, les soignants et les aidants aussi. On se rend compte quand on va à une consultation, ou qu'on aille en consultation ou qu'on aille pour des résultats, on est mobilisé par l'émotion. À la consultation, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ou je sais pas, sans faire d'angoisse totale, là, mais bon, on y va pour une raison particulière, en tout cas. Donc, on peut se poser des questions, on peut être tout inquiet, ou peut-être soulagé parce qu'on a enfin un rendez-vous, là aussi. On peut être confiant ou pas. On peut être plein d'espoir, plein de courage, peut-être plein de gratitude parce que le médecin nous prend alors qu'il n'avait plus de place ou je ne sais pas quoi. Donc, on vit dans l'émotion, on va à ce rendez-vous, etc. Et on se rend compte que ce rendez-vous, il va être façonné par nos émotions. Mais pas seulement par nos émotions, il y a aussi les émotions, le médecin ou l'infirmière ou l'aidant. Donc, tout le monde va avoir ses propres émotions. Il va y avoir un clash à ce moment-là, si on peut dire ça comme ça. Et il va y avoir un résultat, c'est-à-dire que le patient, il va partir avec son vécu. Chacun va partir avec son vécu de ce rendez-vous.
quel qu'il soit, ok ? Et donc, il faut faire avec cette émotion. Donc, on ne peut pas la négliger, on ne peut pas dire non, on va suivre le protocole et faire ci et ça. Oui, il faut suivre un protocole, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais il faut aussi garder central le fait qu'il y ait une émotion dans tout ça. Parce que sinon, peut-être que le message que vous vouliez faire passer, il va mal passer, ou il va passer de manière biaisée, ou bien il ne sera pas reçu du tout. Donc, il y a plein de possibilités. Et donc, c'est important ici de se dire que cette émotion, elle n'est pas que négative, parce que là, je dis la peur, l'inquiétude, quand on peut sortir aussi d'un rendez-vous. Mais on peut avoir une émotion très positive. Enfin, je sais ce que j'ai. Ou ok, mon traitement est terminé, des choses comme ça. Ou on peut simplement avoir une émotion positive parce que la médecin était agréable à entendre et qu'il a bien formulé les choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça structure. L'émotion structure le rendez-vous et donc il faut faire avec. Maintenant, on va se dire, oui, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on peut trouver comme raison pour y travailler un petit peu à cette émotion ? Parce qu'on travaille beaucoup sur le scientifique, etc. Mais l'émotion, c'est un petit peu... on est dans l'humain, dans le relationnel. C'est difficile à quantifier, identifier et en tout cas à faire que ça se passe bien. C'est pas facile, les émotions. Et donc, on peut se dire que c'est toujours, dans un rendez-vous, une question de subjectivité. Donc, le médecin, il peut faire aussi bien qu'il veut, ou l'infirmière, ou le soignant. Et peu importe, ce sera toujours reçu d'une certaine manière. Et si la personne était dans une vibe, j'allais dire, en anglais, c'est pas bien, dans une humeur négative, ce sera pas mieux même si vous avez fait votre maximum. Donc, ce qui compte, c'est vous de bien respecter cette émotion et disons l'humeur dans laquelle est le patient, et vous faites du mieux que vous pouvez. Et donc, en fait, vous ferez le même diagnostic peut-être à une autre personne à côté d'elle, ça va être pris totalement différemment. Chacun a vécu, chacun a une humeur différente. Donc, ce qui compte, c'est d'amener les choses du mieux qu'on peut, en sachant que chacun a des ressources psychologiques différentes. Est-ce que tous les soignants font attention à ces émotions? Alors, on voit qu'en fait, ces études sont très récentes, Yvan. Malheureusement, c'est très, très récent. Ouais. On est tous conscients de ça. Qui ne sort pas d'un rendez-vous ne va pas à un rendez-vous en disant « Ah ouais, j'en ai marre », ou bien au contraire, dit « Oh, enfin, j'ai un rendez-vous ». Enfin, il y a toujours une émotion quelque part. On ne va pas juste dire « Je vais me faire ausculter et de là, j'irai… » Bon, ouais, c'est pas une phrase, ça, voilà, c'est ça. Donc, il y a une émotion quelque part, parce que c'est pas anodin d'aller chez le médecin ou comme chez le dentiste, d'ailleurs. Mais déjà, on demande aux médecins de passer un certain temps avec les gens. Fait qu'en plus, il faut qu'ils rajoutent la nuance des émotions. Alors, je pense que ça, effectivement, pour prendre en compte cette émotion qui est quand même centrale dans la réception d'un message, et c'est vraiment important de prendre du temps. Et ça, les médecins, pour le moment, ils n'en ont pas. Donc, il faudrait que ça se discute là, parce que c'est vraiment central et ça va faire que le système va fonctionner. Parce que si vous allez uniquement dans le fonctionnel en disant « je donne mon diagnostic, j'ai fait ci, j'ai X minutes, etc. », le rôle n'est pas accompli pour moi. D'après moi, c'est beaucoup comme ça maintenant. Ah oui, c'est comme ça maintenant. Autant pour santé physique, mentale. Et moi, ça me fend le cœur pour les médecins parce que je croise quand même des médecins où on sent qu'ils veulent bien faire. Mais de temps en temps, je vois qu'ils regardent leur chrono aussi là, sur l'ordi ou leur montre ou leur téléphone. Donc, eux-mêmes sont pris par le système. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent exactement. Tu disais même dans d'autres chroniques, il faut presque se préparer pour être sûr de ne pas oublier les points. Mais fait qu'on oublie un peu, on pense que c'est fonctionnel. Puis le temps nous pousse à ce que ça soit fonctionnel. Mais c'est pas une bonne chose. Il faut aller avec une bonne liste comme l'épicerie. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on voit que pourquoi c'est si important les émotions quand ça touche à la santé? C'est parce que ça vient chercher nos ressources très profondément. C'est-à-dire que on va pas vivre les choses de la même manière. On peut être menacé carrément. Donc, on n'a pas les mêmes ressources d'une personne à l'autre par rapport à une menace. Il y a des gens, entre guillemets, qui vont bien le prendre, qui vont tout de suite être combatifs.
si on leur donne même un diagnostic de cancer, ils vont dire « Oh bon, moi je vais faire ça ». Ils ont leur petite liste et en avant, ils mettent la machine en route, etc. Mais tout le monde n'a pas ces ressources. Donc il faut préserver les ressources de la personne qu'on a en face de nous et un petit peu savoir comment on va lui parler. Et surtout faire attention pour les émotions des gens qui ont une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on va les voir souvent. Les soignants, donc ils les voient régulièrement. Et là, à un moment donné, on peut peut-être rentrer un petit peu encore plus dans la fonctionnalité. Ah voilà, j'ai rajouté telle dose. Non, vous avez des questions? Ah bon, merci, au revoir. Mais je me dis qu'avec le temps, peut-être aussi, par contre, il va peut-être y avoir une meilleure relation humaine. Ce serait l'idéal de prendre ce temps pour qu'il y ait une relation qui se développe de confiance, en tout cas. Oui. On ne demande pas de devenir meilleur ami, mais une relation de confiance avec le soignant. Donc, la maladie chronique, c'est des gens qui peuvent être sensibilisés, qui sont plus sensibles aussi peut-être parce qu'ils doivent retourner X fois chez le médecin. Ouais. Donc, ils sont dans l'émotion aussi parce qu'ils la vivent tous les jours, leur maladie, malheureusement. Il y a des journées peut-être qui vont paraître sur un moins bon jour et d'autres sur un meilleur jour. Donc, certainement. Le soignant devra comprendre les émotions de la personne. Voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de formation à faire. On va y arriver. Ouais. Et puis, on remarque aussi, de par les études, que en fait, les émotions vont carrément influencer nos comportements de santé. Et quelqu'un qui est émotionnellement en détresse, donc quelqu'un qui vraiment ne va pas bien, il va moins bien respecter son traitement. Tandis que quelqu'un qui a confiance, qui va mieux psychologiquement, qui comprend ses émotions, qui comprend ce que lui demande le médecin, le traitement va mieux se passer. Parce que d'abord, le patient va mieux observer, il va peut-être prendre mieux ses médicaments, il va respecter les consignes, il sera partie prenante beaucoup plus. On connaît l'importance d'être partie prenante à son traitement. Et donc, par contre, l'autre personne, il y aura un risque de complications. Ça peut aller loin, le fait d'avoir des émotions négatives et de ne pas être bien avec son soignant. Donc, il faut évidemment reconnaître et apprendre à gérer ses émotions. Le patient pourra ainsi reprendre contrôle sur son parcours et comprendre qu'il a intérêt à être mieux, à aller mieux et respecter les consignes, évidemment, à ce moment-là. Donc, on voit que c'est important, la gestion des émotions, pour coordonner les soins et renforcer la cohésion entre l'ensemble des acteurs, donc patients, soignants et, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, et aidants. D'accord? Ouais. Ben oui, les aidants sont très importants. Les trois qui riment, ben oui, soignants, patients, aidants. Voilà. Donc, chaque interaction que ces personnes vont avoir entre elles, ces trois groupes, c'est un micro-moment émotionnel, comme dit le chercheur, et ça peut pas être un rendez-vous manqué. Mais c'est souvent le cas, parce que les choses font que c'est comme ça. Donc, on répète une petite parole rassurante, un signe d'attention, montrer qu'on comprend vraiment ce que vit l'autre. Dans le fond, un travail quand même un petit peu de psychologue. Et donc, va faire la différence pour soigner. Alors, on peut dire qu'en conclusion, on voit que, comme on a amorcé au début, l'émotion va façonner vraiment la manière dont chacun vit le système de santé. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont très heureux du système de santé parce que c'est des optimistes à toute épreuve. Et donc, peu importe ce qu'il arrive en consultation ou en traitement ou Dieu sait quoi, ces gens, ils seront heureux avec le système de santé parce qu'ils sont toujours dans le côté positif. Ils s'adaptent mieux peut-être? Ils s'adaptent aussi peut-être mieux en effet. Donc ça, c'est possible. Mais bon, c'est pas l'ensemble des personnes, on va le dire comme ça. Donc, ces émotions, elles conditionnent nos patients, d'accord? Elles vont modifier leur comportement, elles vont, disons, orienter leur comportement, d'accord? Et donc, ce qui paraît très nécessaire maintenant, à ce stade, c'est d'aller former l'ensemble des groupes et aussi, quand on reçoit un patient, que ce soit le soignant ou l'aidant, dire, est-ce que vous avez bien compris mon message? Répétez le message. On fait ça en thérapie. Donc, vous avez compris mon message, vous allez le faire de telle manière et la personne devrait pouvoir répéter ce qu'elle a compris. Parce qu'elle l'a assimilé à ce moment-là. La posologie, par exemple. Bon, je ne dis pas si elle a 15 médicaments, elle ne doit pas tout connaître par cœur, mais je veux dire, elle doit pouvoir montrer qu'il y a eu un bon échange avec le soignant et l'aidant, ou les deux. Et donc,
ces personnes-là doivent développer des stratégies pour une bonne communication, pour qu'il y ait une vraie gestion des émotions, parce que c'est un pilier central, c'est structurant du système de santé. Il n'y a personne qui parle d'un traitement ou d'une consultation de quoi sans y mettre des émotions. J'en connais pas. Donc, même les médecins qui disent « Oh oui, on passe de tel à tel protocole », ils ont toujours une anecdote avec des patients, en fait. Oui, c'est ça, ils vont donner des exemples, des fois, d'un autre patient, telle personne faisait ci, faisait ça, Voilà. donc pour faire comprendre le message, en fait. Donc, gestion des émotions, c'est central. Il faudrait vraiment arriver à former l'ensemble des groupes et pour que le système de santé soit plus efficace et que tout le monde en profite. Voilà. Oui, comme à l'habitude, tu as toujours des liens toujours intéressants. C'est ça qui est bien aussi. La chronique se poursuit finalement en ligne. Oui, vous pouvez aller lire des il y a des plusieurs articles. liens qui ont rapport à cette chronique. Donc, le titre « Que d'émotions entre soignants, patients et aidants ». Et on peut retrouver ces liens-là dans notre site web antenne au singulier.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci Catherine Stassin et à la prochaine. Merci Yvan, au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce. Nous poursuivons au micro avec le sujet, Pierre, que tu as amorcé un peu plus tôt, le sommeil réparateur qu'on veut tous, finalement. On vise tous un sommeil réparateur. On sent tellement bien qu'on a bien dormi. Oui, Je pense vrai, que c'est quelque chose qui est très important. Je me rappelle, on dirait que le meilleur sommeil, c'est celui qu'on avait quand on était enfant. Peut-être on s'endormait facilement, puis on se réveillait, mais sans qu'on se sentait bien. Oui, c'est ça. On avait peut-être moins de problèmes, par exemple. Oui, c'est ça, mais il faut quand même y travailler. Là. Ça demande, comme tu donnais certains trucs, en fait, des aménagements, des façons de faire, qu'on fait pas toujours, ou qu'on fait jamais, dans mon cas. C'est vrai, oui. Alors, j'ai pris mes renseignements cette semaine sur un article qui s'appelle « Sommeil réparateur, tous nos conseils pour un sommeil qualitatif ». Et c'est écrit par une dame du nom de Agnès Bouraya-Farine sur le site Passeport Santé. Alors, j'étais en train de lire une liste de conseils pour bien dormir. Il y en a plusieurs, il y en a 14 en tout. Donc, j'étais rendu au 8e conseil. On nous dit avoir un bon matelas. Ça me fait penser aux annonces de matelas qu'on voit à la télé. Alors, avoir un bon matelas, une bonne literie est essentielle pour bien dormir. Il faut ainsi savoir qu'un matelas se change tous les 10 ans. 9e, se protéger du bruit ou de la lumière. Mieux vaut ainsi avoir le noir complet dans sa chambre ainsi qu'un environnement silencieux. 10e, limiter les appareils électriques présents dans la chambre et notamment le smartphone. 11e, aérer la chambre. Il faut aérer régulièrement car les cellules du corps ont besoin d'oxygène. 12e, créer un cocon moelleux. La décoration de la chambre est pour cela importante. 13e point, éviter la présence d'un animal de compagnie dans son lit car en bougeant, ils induisent de micro-réveils. Et dernièrement, 14e point, prêter attention au ronflement. Il faut absolument s'assurer à ce que la personne qui ronfle ne soit pas atteinte d'apnée du sommeil. Et je pourrais revenir là-dessus peut-être. Oui, pour avoir, s'il y a 2 ronfleurs, il faut s'endormir en même temps. Il faut être synchrone. C'est ça, il faut être synchrone. Alors, Mme Bouraya Farine nous dit, en cas de troubles du sommeil, tels que les insomnies, les apnées du sommeil ou le somnambulisme notamment, il est essentiel de consulter un médecin. Il existe en effet des spécialistes du sommeil qui pourront rechercher l'origine des troubles du sommeil. Dans certains cas, des somnifères sont parfois prescrits. Il faut toutefois rester vigilant, car ceux-ci exposent à une somnolence le matin, de même qu'à une dépendance et à des troubles de la mémoire. Dans tous les cas, il faut limiter la durée de leur utilisation. Maintenant, quels sont les bienfaits d'un sommeil réparateur? Le sommeil joue un rôle crucial pour la santé et le bien-être de l'organisme. Un sommeil réparateur permet notamment de, premièrement, recharger les batteries après une journée entière d'activités de tout type, soit intellectuelle, physique, sportive et sociale. Deuxièmement, stimuler le système nerveux. Troisièmement, de renforcer la mémoire. Quatrièmement, de booster le système immunitaire.
Cinquièmement, de favoriser un bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Sixièmement, augmenter la vigilance durant la journée. Et septièmement, participer à la régulation du métabolisme. Un mécanisme essentiel pour le corps qui se traduit par des transformations chimiques se produisant dans une cellule ou dans un organisme et permettant de lui fournir notamment son énergie et d'assurer le renouvellement de ses constituants. Une étude scientifique sur le sommeil est parue à l'été 2022 dans la prestigieuse revue Science. Elle a pour conclusion principale qu'un circuit spécifique situé dans le cerveau permet chez les animaux de restaurer les fonctions mentales et corporelles via le sommeil, en fournissant potentiellement une voie élaborée pour traiter, dans le même temps, les troubles anxieux. En conclusion, cette étude a suivi des souris présentant un stress de type social. Et de fait, un tel stress induit chez ces cobayes le sommeil. Ce sommeil pourrait rendre possible la résilience. Toutefois, la façon dont ce stress peut promouvoir le sommeil demeure encore mal expliquée. Et il me reste peu de temps, mais je peux quand même vous parler de l'apnée du sommeil. C'est un texte que j'ai pris sur le site canada.ca. On le dit, l'apnée du sommeil est une pathologie sérieuse qui provoque des arrêts répétitifs du flux respiratoire durant le sommeil. Ces arrêts respiratoires ou apnées durent environ 10 à 30 secondes et peuvent survenir à plusieurs reprises au cours de la nuit. Le type d'apnée du sommeil le plus commun est le syndrome d'apnée obstructive qui se produit lorsque les voies aériennes supérieures s'obstruent durant le sommeil. Souvent, l'obstruction survient durant la nuit lorsque les tissus mous du fond de la gorge s'affaissent et bloquent les voies respiratoires. Des muscles de la gorge relâchés, des voies respiratoires étroites, une langue épaisse ou un surplus de tissu adipeux dans la gorge peuvent également contribuer à cette obstruction. L'apnée centrale et l'apnée mixte sont deux autres types d'apnée du sommeil moins fréquents. Les membres de la famille et les conjoints sont souvent les premiers à remarquer les signes de l'apnée du sommeil. Et bon nombre de personnes atteintes de l'apnée du sommeil ne savent pas qu'elles ronflent ou manquent de souffle durant la nuit. Celles qui présentent les signes qui suivent devraient consulter un médecin, comme par exemple la somnolence diurne, le ronflement sonore suivi de pauses silencieuses, le manque de souffle ou l'étouffement durant le sommeil, le mal de tête matinal, l'irritabilité et les sautes d'humeur, la mauvaise concentration ou la perte de mémoire, la perte de libido et finalement la somnolence au volant. Et ça, j'imagine que ça peut être grave. Donc, ronfler n'est pas synonyme d'apnée du sommeil. Il est vrai que les personnes qui font de l'apnée du sommeil ont tendance à ronfler fortement, mais il y a une grande différence entre ces deux phénomènes. On peut dire finalement une apnée du sommeil non traitée peut causer de sérieux problèmes de santé et entraîner les complications qui suivent. Donc, l'hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une collision en véhicule motorisé, ça ne doit pas être drôle, la dépression, la diminution de la libido et finalement la blessure au travail. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, le sommeil réparateur, Pierre, merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, Pierre, je veux te remercier pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour le sujet que tu as amené, le sommeil réparateur. On a eu des bons trucs. Oui, j'espère que c'était pas trop endormant. C'était pas endormant, puis c'était motivant. En tout cas, on va essayer d'appliquer ça. Là. Des fois, on est négligent, mais ça vaut la peine de s'occuper de son sommeil. Sûrement, oui. Notre invitée en début, c'était Véronica Vivanco. Elle nous a présenté les bibliothèques vivantes. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Sa chronique « Que d'émotions entre soignants, patients et aidants ». C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.